Bonjour, nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui le fruit de notre travail intitulé Assessing the Contribution of Bank, Insurance and Other Financial Services to System Risk. Ce travail est le fruit de collaboration de 3 chercheurs de l'Université de Namur, la Faculté des Sciences économiques, M. Adam, M. Joss, ainsi que moi-même, M. Lebel. Ce travail cette présentation comprend 7 points. Nous évoquerons une motivation qui a conduit à la rédaction de l'article, la question de la recherche, les terminologies qui sont utilisées dans l'article, la revue de la littérature, la méthode de base qui a été utilisée pour arriver aux résultats repris dans le point 6, ainsi que la conclusion. Comme vous le savez tous, la crise de 2008 a révélé les caractères extrêmement interconnectés des différents acteurs qui œuvrent dans le secteur financier. Les différentes études ont pu prouver que les comportements post-crise des acteurs qui œuvrent dans ce secteur n'ont visiblement pas changé, notamment dans la prise des risques qui ont eu pour certains à conduire à la crise de 2008. La réglementation du risque systémique qui a été mise en place après 2008 ne prenait malheureusement pas en compte le rôle que pouvaient jouer les institutions financières prises de manière isolée. Or, la globalisation et l'interconnexion des différents acteurs qui œuvrent dans ce secteur nécessitent que l'on puisse avoir une compréhension accrue du rôle que jouent ces institutions, petites ou grandes soient-elles. Cet article apporte sa contribution dans le fait qu'il analyse et met en évidence le rôle joué par ces différentes institutions dans la propagation du risque systémique. Quelle est la question de recherche que se pose cet article? Cet article permet de savoir quel est le rôle que peut jouer une institution financière prise de manière isolée dans la propagation du risque d'une part, et d'autre part, quel est le niveau du risque inhérent à ces différentes institutions. Maintenant, nous allons nous intéresser à la terminologie de certains mots utilisés dans notre étude afin d'apporter une meilleure compréhension à celle-ci. Nous avons donc défini 4 termes: l'interconnexion, le delta Crowbar, le système financier et le risque systémique, qui est le thème principal de notre travail. En effet, on en entend très souvent parler, mais quelle en est sa signification? Pour y apporter une meilleure clarté, voici une vidéo expliquant ce qu'est le risque systémique en le comparant au Millennium Bridge. Donc c'est le pont à Londres qui a été surnommé le pont bancal. Before the financial crisis, not many people had heard of the term systemic risk, and even fewer people knew what it was. What is systemic risk, and why did economists miss it? The answer can be found a short walk from the financial centre in the City of London to a bridge, the Millennium Bridge. The first new bridge to span the River Thames for 100 years, it was opened on the 10th of June 2000. But within moments of being opened, the bridge began to sway violently. The reason for the swaying was a mystery to the bridge's engineers and designers. In the process, it earned the nickname the Wobbly Bridge. Now, the reason the bridge wobbled is because of a risk to the bridge that no one foresaw. It turns out that risk is the same systemic risk that brought the financial system to near collapse. To see how this was a systemic risk, we first need to understand the system at risk. The system here is the bridge. Engineers know when a bridge is built, especially a long bridge like this one here, that soldiers, when they cross the bridge, have to get out of lockstep, otherwise they will create all of these risks and the wobbling of the bridge. But the engineers thought there was no chance for that to happen here, because lots of people would walk over the bridge. Some walk slowly, some walk quickly. There would be big people and small people and dogs and old people like we see now. As people were walking on the bridge, a gust of wind hit it, caused the bridge to sway slightly. As a consequence, some pedestrians were leaning against the movement in this way. That in turn pushed the bridge back. Soon you got feedback between pedestrians doing this sort of movement and the bridge swaying back and forth more and more and more. And very quickly, all of these people, even though they didn't know each other, were marching like an army across the bridge. What happens is individuals trying to stabilize themselves, they make the bridge more unstable.
systemic event was a little sway from the wind, and it's just the fact of doing the right thing for every one of them individually that is creating the systemic risk to all of them together. And this idea is everywhere in the financial markets as well. Flash crash in 2010 is a perfect example of a feedback loop such as the ones on the Millennium Bridge. The flash crash was a crazy fall in asset valuations due to computer-based trading. Prices fell enormously and recovered very quickly in a few minutes. So there was this big investor who was going to sell in Kansas City. The investor used an algorithm that decided to sell more if there's more action going on in the markets, because if there's more action going on, the algorithm can hide behind all the other action and not be found out. So this algorithm sold initially, prices fell initially, and what then happens is the first guys who buy and sell in these markets are these very high frequency, very quick traders who bought from the investor. Because nobody came in, they passed the parcel around, buying from each other, selling to each other, and therefore the action in the market became very large. There's more and more trading going on. But as more trading appears in the market, the first algorithm looked at that and said, this is interesting, now I will sell even more, and then prices fall even more, and we have this vicious feedback loop until prices fell by so much that real money investors looked at that and said this is too crazy, and a few minutes later the whole market was pulled up again. And the risk revealed that day was that algorithms that individually do the right thing, if they act together, can create huge variations and gyrations in market far away from fair values. What the Systemic Risk Center is working on is to identify the hidden risks in the financial system with a view to work with the authorities to formulate policies that identify and mitigate systemic risk in financial markets. Financial crises are all fundamentally the same. We lend too much money into increasingly bad investments, with everything eventually ending up in a crisis. The reason why we can't prevent financial crises is that the details differ. Every single time we only know really what happened after the event, and therefore we can't prevent it. Systemic risk is caused by the interaction of people in financial markets who at the worst possible time all come together, behave in the same way, all selling the same assets, and thereby causing financial markets to crash. And that is exactly the same behavior as with the people on the Millennium Bridge. We're all trying to do the best for themselves, they're all trying not to fall, but perversely, that's exactly what caused the bridge to sway. And the lesson is, don't get carried away by events. Think also about the mechanism. Don't get carried away by the wind affecting the bridge. You should also think about how the people on the bridge will behave. En fait, ce qui s'est passé au Millennium Bridge, c'est en partie la synchronisation qui est la cause donc de la déstabilisation du pont. En fait, cette synchronisation a produit une première vibration de faible amplitude, presque imperceptible, mais suffisante pour déséquilibrer légèrement les piétons. Tous déséquilibrés au même moment, ils ont tous eu le réflexe de faire un nouveau pas pour rétablir l'équilibre à peu près simultanément, amplifiant ainsi la vibration, ce qui les a encore plus déséquilibrés. Donc en fait, c'est la synchronisation qui peut être mise en parallèle avec le risque systémique. Nous allons passer au point 4, donc la revue de la littérature. Premièrement, on peut apercevoir une analyse de réseau qui a été effectuée par Elzinger, Eichmann, Gauter. En fait, elle est centrée sur les liens existants entre les agents et se concentre sur les données des institutions financières du bilan, afin de détecter les tensions et les problèmes potentiels au sein d'un secteur financier donné. Donc, par cette analyse, on peut retirer deux lacunes. Une première lacune, c'est le manque de données concernant les liens existants entre les différentes institutions financières. Et la deuxième lacune est en fait que le modèle repose sur des données de basse fréquence, qui ne peuvent donc saisir totalement les changements rapides dans la dynamique des réalités économiques et financières. Manquant ainsi une dimension importante de la gestion du risque. Une deuxième approche est donc la mesure de risque systémique quotidien. Ici, on a utilisé donc des CDS. C'est des études donc, basées sur des données de CDS. Il est essentiel de souligner ici qu'elles reflètent et capturent un seul type de risque, le risque de crédit. Une troisième approche a été les données du marché boursier, qui a été effectuée par Tarachev et Bilio. Donc une autre méthode a été utilisée, c'est le Delta Covar, qui a été donc inventé par Adrian and Brunner-Meyer. Plusieurs études ont été développées via cette méthode. Donc des études qui ont suivi strictement la méthodologie de base, comme Rom Pitaya.
En fait, ils ont utilisé le système financier thaïlandais, et selon eux, les banques les plus grandes contribuent davantage au risque systémique en Thaïlande. Mais également Castro et Ferrari ont identifié et classé systématiquement les banques les plus risquées au système financier européen, en développant à la fois un test de signification et un test de dominant. Maintenant, d'autres auteurs se sont un peu écartés de la méthodologie de départ, comme Girardi et Lopez Espinosa. D'autres ont été plus loin que la méthode, donc il y a eu un prolongement de ces méthodes, comme Wang et Fang. Eux, ils ont estimé la covariance pour les CDS, mais également Adams qui ont proposé une SDS VAR, et il en résultait que les H-fonds jouaient un rôle considérable dans la propagation des chocs aux autres Je vais institutions. vous expliquer ici la méthodologie qui a été utilisée pour la mise en place de cette étude. Donc, en effet, afin de mener à bien notre étude, nous avons décidé de prendre le delta covar comme mesure de risque. La VAR conditionnelle, dite delta covar, a été introduite par Adrian Brunheimer en 2011 afin d'analyser le risque de transmission d'une institution individuelle à une autre ou au système financier dans son entièreté. Deux raisons principales ont été mises en avant pour justifier l'utilisation de cette méthode. Premièrement, celle-ci repose sur une haute fréquence de données du marché et est donc une mesure de risque hautement réactive. Deuxièmement, elle est adaptée pour analyser l'ampleur dans laquelle la détresse dans un secteur financier donné est transmise à travers l'économie. Nous avons décidé de mettre en place une approche empirique qui s'écarte des analyses existantes utilisant la méthode covar, et cela pour 4 raisons. Premièrement, on a mis en place un test de significativité basé sur Kolmogorov-Smirnov qui va permettre de déterminer si un secteur financier particulier contribue significativement ou non au risque systémique. Un test de dominance pour évaluer si un secteur ou non contribue davantage au risque systémique a également été mis en place. Deuxièmement, notre analyse n'est pas limitée au système financier ou bancaire, ce qui est généralement le cas dans les littératures précédentes. Troisièmement, les déterminants du risque systémique étudiés ont été étudiés pour l'économie des USA et de l'Europe, qui sont connus comme étant le centre de la dernière crise. On a également effectué la comparaison de la contribution de l'ensemble des composantes du système financier plutôt que de se focaliser sur une institution en particulier. En résumé, il s'agit d'une approche très pertinente pour les gouvernements et les banques centrales qui souhaiteraient les mettre en place à des fins réglementaires. Plus spécifiquement maintenant, la covar n'est pas un calcul de VAR habituel, mais le calcul de VAR conditionné à une institution étant en détresse, dans ce cas-ci. La VAR est habituellement calculée afin de mesurer le risque de marché. Jorion définit la VAR de manière générale comme correspondant au montant des pertes qui ne devrait pas être dépassé pour un niveau de confiance donné sur un horizon temporel donné également. La particularité de cette covar est que celle-ci, contrairement à la VAR non conditionnée, donc la VAR habituelle, offre une plus grande flexibilité pour décrire le risque de retombée financière entre les institutions individuelles ou un groupe d'institutions, et semble également être particulièrement adéquate pour identifier les facteurs qui contribuent au risque systémique. Maintenant, d'une manière plus scientifique, la covar est définie par Brunheimer comme la VAR d'une institution J, conditionnée à un événement affectant une institution I, qui lui-même correspond au rendement de cette même institution I étant égal à son niveau de VAR pour un quantile donné. Quant au delta covar maintenant, Brunheimer le définit comme la différence entre la covar d'un système financier J lorsqu'une institution donnée I est en détresse. Donc, on peut l'identifier avec un niveau de VAR égal à 1%. Et d'autre part, la covar du même système financier conditionné à l'état normal de l'institution, soit à un niveau de VAR de 50%, soit la médiane. Maintenant, grâce à des méthodes économétriques utilisant la régression par quantile, des valeurs estimées
ont pu être insérées dans les variables explicatives et ainsi nous donner des résultats concluants. Ces valeurs correspondent à des rendements quotidiens aperçus dans les 3 secteurs financiers étudiés. Afin d'effectuer ces régressions, on a utilisé comme proxy l'indice du marché du SP500 et du Stoxx Europe 600. De ces 2 indices, on a pu exclure toute entreprise financière afin d'éviter des corrélations entre nos variables d'intérêt. Grâce à ces indices, on a pu extraire 1765 données journalières dans la zone euro et 1813 pour les États-Unis. Ce travail est tout à fait similaire à l'étude de Girardi et Ergun en 2013. Les résultats obtenus ont par la suite subi des tests de significativité et de dominance, basés sur des techniques notamment de bootstrapping afin de garantir leur contribution dans le risque systémique. L'interprétation des résultats repose sur les valeurs absolues de delta Kovar. En effet, lorsque delta Kovar est différent de 0, cela signifie que le secteur étudié contribue au risque systémique dans l'échantillon. En d'autres mots, le secteur avec la plus grande valeur absolue est le secteur qui contribue le plus au risque systémique pendant la période de détresse étudiée. De plus, on teste également si les résultats sont sensibles à la période d'échantillonnage choisie. Pour cela, on divise celle-ci en 3 sous-périodes. L'avant-crise, 2004-2006, la crise, 2007-2008, et l'après-crise, 2009-2012. Ces résultats ont présenté une valeur absolue beaucoup plus élevée durant la dernière période, ce qui signifie que les secteurs financiers étudiés ont tous représenté une source de risque beaucoup plus élevée pour l'économie réelle durant la période 2009-2012. Toutefois, il faut faire attention à ces données. En effet, l'utilisation d'une moyenne, comme nous venons de le faire, pour la valeur d'une delta Kovar, ne peut pas mener à la conclusion qu'un secteur est systématiquement plus risqué qu'un autre. Les résultats de l'étude vont être divisés ici en 2 parties, l'Europe et les États-Unis. En Europe, le système bancaire européen apparaît en période de détresse comme beaucoup plus risqué pour l'économie réelle que les sociétés d'assurance situées en Europe. En d'autres mots, le risque systémique des banques européennes est plus important que les compagnies d'assurance. Cependant, d'après les tests de dominance, et en tenant compte également de l'impact des autres institutions financières, celles-ci paraissent systématiquement plus risquées que les banques et les compagnies d'assurance. La contribution de chaque secteur financier au risque systémique sont systématiquement différents de chacun d'eux. Ce résultat est en lien avec les arguments développés dans la littérature, tels que Girardi et Ergun en 2013. C'est dû notamment au core business des banques et plus spécialement à leur activité de crédit aux ménages et au financement court terme des entreprises. Cela les rend beaucoup plus fragiles. Maintenant, contrairement aux assureurs, qui eux se financent essentiellement par des primes long terme et qui ont des bilans beaucoup plus stables. Le bilan des banques est fortement volatile et exposé à des cycles économiques, pendant que les assurances présentent habituellement un bilan stable grâce à leur business long terme. De plus, les banques sont beaucoup plus interconnectées que les compagnies d'assurance et sont beaucoup plus conséquentes également. Aux USA, maintenant, et contrairement à l'Europe, les compagnies d'assurance américaines paraissent plus risquées. Cependant, tout comme l'Europe, les tests confirment que la détresse d'un des 3 types d'institutions peut être propagée dans le système en entier. Les compagnies d'assurance sont de taille beaucoup plus importante aux États-Unis qu'en Europe. En effet, pour avoir un ordre de grandeur, les compagnies d'assurance américaines représentent à elles seules près de 50% du marché européen des assurances. Il y a aussi ce qui explique également cet aspect risqué pour les compagnies d'assurance, et que les compagnies d'assurance ont une activité de non-core business qui est beaucoup plus importante qu'auparavant. En conclusion, cet article a permis de mettre en exergue le rôle joué par les institutions financières dans la propagation des risques systémiques. Pour y arriver,
le système financier a été scindé en 3 secteurs correspondant respectivement aux banques, aux assurances et à tout le reste d'acteurs. La notion de Kovar introduit a permis d'analyser la transmission de risques d'une institution financière prise de manière isolée vers l'ensemble du système. Pour mettre en œuvre cette mesure, une étude empirique basée sur l'analyse de 1813 observations tirées de l'indice boursier Standard & Poor's 500 pour les secteurs américains et 1765 observations tirées de l'indice Stock Europe 600 a été réalisée entre la période 2004 et 2012. Les résultats obtenus démontrent que le secteur bancaire européen est plus exposé aux risques que celui des assurances. Cette exposition est notamment liée à l'activité effectuée par ce secteur, notamment le crédit et les financements à court terme. Cette étude a permis également de démontrer que les secteurs d'assurance américains étaient, durant la même période, plus exposés. Le test de significativité et de dominance introduit dans cette analyse du Kovar, dans cette étude empirique, a permis de confirmer les résultats ainsi obtenus. Nous sommes en outre conscients, en tant que scientifiques, que cette approche que nous proposons n'est pas exhaustive, mais apporte sa contribution dans ce débat qui constitue la gestion du risque systémique. Nous vous remercions pour votre attention.